On se pose souvent la question, n'est-ce pas? D'où venons-nous? Comment est-ce que tout a commencé sur une Terre qui à l'origine était une boule de roche complètement stérile? C'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. Imaginez un instant. D'un côté, une planète de lave et de roches en fusion. Et de l'autre, notre monde, plein de vie, de forêts et d'océans. Comment est-on passé de l'un à l'autre? Le saut paraît juste. Impossible. Pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut se représenter cette transformation radicale. Au début, une surface de magma, aride, stérile, pilonnée en permanence par des impacts. Et aujourd'hui, la Terre qu'on connaît. Bleue, accueillante, grouillante de vie. Le contraste est tout simplement ahurissant. Alors commençons par le commencement, le grand mystère primordial. Au fond, de quoi avait-on besoin? Quels étaient les ingrédients de base qui manquaient cruellement sur cette jeune Terre? Pour que la vie, en tout cas celle qu'on connaît, puisse démarrer, il faut deux choses, c'est non négociable, de l'eau liquide et des molécules organiques, vous savez ces fameuses briques de la vie à base de carbone. Le souci, c'est que notre Terre, à la base, s'est formée avec des matériaux secs, venus de l'intérieur du système solaire. Alors, d'où sont venus ces ingrédients vitaux? Eh bien, il se pourrait que la réponse ne soit pas sur Terre. Pour la trouver, il va falloir enfiler notre casquette de détective cosmique et aller chercher les indices qui nous sont tombés du ciel, littéralement. Et ces indices, ce sont les météorites. Attention, on ne parle pas de simples cailloux, non, il faut les voir comme des capsules temporelles, des fossiles intacts du système solaire primitif, avec à l'intérieur des matériaux qui n'ont pas bougé d'un iota depuis 4,6 milliards d'années. Et parmi ces météorites, il y en a qui nous intéressent tout particulièrement, les chondrites carbonées. Alors oui, elles sont rares, mais elles sont extraordinaires. Elles sont bourrées d'eau, jusqu'à 22% de leur masse, et pleines de composés organiques. Paraît-il que certaines sentent le bitume, la station-service. C'est fou, non? Ok, mais attendez une seconde. Si ces météorites si précieuses se sont formées super loin, dans les confins glacés du système solaire, comment est-ce qu'elles ont bien pu atterrir ici? Eh bien, c'est là que le scénario devient spectaculaire. On entre dans l'ère du grand brassage cosmique. Il faut s'imaginer le système solaire à ses débuts. C'était plutôt bien rangé. D'un côté, près du Soleil, on avait les matériaux rocheux et secs, et de l'autre, beaucoup plus loin, les matériaux riches en glace et en carbone. Le problème, c'est que la Terre, elle, était dans la zone sèche. Alors, comment tout ça a été mélangé? L'hypothèse la plus en vogue, c'est la théorie du grand tac. Visualisez le truc. Jupiter, le géant, qui commence à migrer vers le Soleil. Saturne qui la suit, leurs orbites s'emballent, créent une résonance monstre, et hop, leur trajectoire s'inverse. Ce voyage complètement chaotique a semé une pagaille pas possible, surtout dans la ceinture d'astéroïdes externes, projetant des matériaux riches en eau partout, y compris vers nous. C'est un peu comme souffler sur un pissenlit. Les graines du potentiel de vie ont été éparpillées dans tout le système. Donc voilà comment les ingrédients ont été livrés. Mais est-ce qu'ils sont arrivés en pièces détachées? Ou est-ce qu'il y avait une sorte de kit de démarrage pour la vie, un colis tout prêt? La preuve se cache dans un endroit vraiment surprenant. La preuve ultime, le fameux smoking gun. On l'a trouvé dans quelque chose de magnifique. Des cristaux de sel bleu, minuscules, nichés au cœur de deux météorites qui sont tombés en 1998, Monahans et Zag. Et là, accrochez-vous bien. À l'intérieur de ces cristaux, les scientifiques ont découvert des inclusions microscopiques d'eau liquide. De l'eau qui a 4,6 milliards d'années. C'est tout simplement aussi vieux que notre système solaire. De l'eau fossile. Mais le plus fou, c'est ce qu'il y avait avec cette eau. Dans le même cristal, ils ont trouvé non seulement de l'eau, mais aussi des acides aminés et des molécules de carbone complexes. C'était la toute première fois qu'on trouvait tous les ingrédients de la vie réunis au même endroit, le kit complet livré par courrier spatial. C'était le moment Eureka que toute la communauté scientifique attendait. D'accord, mais une cargaison si fragile, comment peut-elle survivre à une entrée fracassante dans l'atmosphère? C'est vrai, un impact géant, ça aurait tout cramé. Mais les plus petits impacts, c'est une autre histoire. On a eu un bel exemple en 2013 avec Tcheliabinsk, une météorite d'à peine 20 mètres qui explose en haute altitude et qui arrose le sol de milliers de petits fragments qui, eux, arrivent quasi intacts. Voilà un mode de livraison beaucoup plus doux et tout à fait crédible. Bon, on a les ingrédients, on a le mode de livraison. Maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur la vie elle-même? Est-ce que ça pourrait pointer vers une sorte de recette cosmique pour faire émerger la vie? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette livraison, ça n'a pas été un événement unique, c'est un processus continu. Encore aujourd'hui, la Terre se fait bombarder par des tonnes de micro-météorites chaque jour. C'est la source principale, et de loin, une sorte de brune cosmique qui nous apporte constamment les ingrédients de la vie. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste de la belle théorie. La recherche la plus récente vient le confirmer. Prenez la mission japonaise Hayabusa 2. Elle est allée chercher des échantillons sur l'astéroïde Ryugu, les a ramenés sur Terre et le verdict est sans appel. C'est plein à craquer de composés organiques. Les fameuses briques de la vie, elles sont bien là.
Alors que se passe-t-il quand on mélange ces ingrédients ici sur Terre? Des expériences en labo ont simulé les conditions primitives, avec des cycles secs et humides, et le résultat est bluffant. Les bases chimiques qui composent l'ARN, l'ancêtre de l'ADN, se forment avec une facilité déconcertante. C'est presque trop simple. Et là, c'est un changement total de perspective. L'origine de la vie, ce ne serait peut-être pas ce coup de chance miraculeux qu'on a longtemps imaginé. Au contraire, ça ressemble de plus en plus à une conséquence logique, presque inévitable, de la chimie. Quand on a les bons ingrédients et les bonnes conditions, la machine se met en route. Ce qui nous amène à une question finale, et elle est vertigineuse. Si les briques de la vie sont partout dans le cosmos, si elles sont livrées un peu partout par les météorites, et si la chimie qui conduit à la vie est un processus prévisible, alors est-ce que la vie elle-même ne serait pas inévitable dès que les conditions le permettent?